Good morning, dear colleagues. Bonjour, chers collègues. D'abord, laissez-moi commencer par remercier les organisateurs de nous avoir invités pour vous parler de notre musée. C'est un véritable honneur. Alors, j'ai une question pour vous. Qui a déjà visité notre musée? Alors, 1, 2, 3, bon, ça fait pas beaucoup, hein? Donc, ça veut dire qu'on a encore du pain sur la planche. Dans ma présentation, je vais me concentrer sur le lieu où nous nous trouvons, pourquoi on fait ce qu'on fait et comment est-ce qu'on le fait, comment nous mettons en œuvre nos différents programmes. Alors, pour commencer, quelques informations. Alors, peut-être à la fin de la présentation, vous aurez le sentiment que ce n'est plus un musée. Et pourtant, je vous garantis que c'est une discussion que nous avons au quotidien au sein de notre organisation. On essaye d'innover, de nous trouver de nouveaux objectifs pour l'avenir, de nouveaux buts. Parfois, on échoue. C'est important, hein, c'est un aspect important, l'échec dans l'innovation. On apprend de ses erreurs. Parfois, on réussit et parfois, on fait des choses et les gens se demandent « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Sacre bleu. Et donc, voilà, à la fin de ma présentation, c'est peut-être le sentiment que vous aurez. Je vais faire de mon mieux pour que ça vous intéresse. Bon, moi, les monologues, ça ne m'intéresse pas trop, et donc je vous demande aimablement si vous avez une question ou si quelque chose n'est pas clair, car bon, l'anglais, c'est pas ma langue maternelle et ce n'est probablement pas la vôtre, alors n'hésitez pas à lever la main et nous essaierons d'éclaircir vos lanternes ou nos lanternes respectives. Alors, sur le plan historique, pour commencer, pour certains d'entre vous, vous le savez, nous sommes une ancienne zone minière, d'extraction minière, une province dans laquelle on avait une concession pour environ 30 mines. 8 étaient entre des mains privées, 4 étaient détenues par l'État, et sur ces 4, une n'a jamais été mise en exploitation, elle a été construite, mais c'est tout. Pourquoi? Parce que l'activité industrielle était assez courte, de 64 à 74. Des milliers de personnes y ont travaillé, 12 mines. Donc, pardon. Donc en 1964, le ministère des Affaires économiques a déclaré que dans les 10 ans qui allaient suivre, toutes les mines allaient fermer leurs portes. Pourquoi? Parce que les Néerlandais avaient du gaz, c'était beaucoup plus propre et beaucoup plus beaucoup moins cher. Et les couches de charbon étaient entre 1 mètre et 1,5 mètre. Donc c'était très cher de pouvoir extraire le charbon. Raison pour lesquelles il a été décidé de fermer toutes les mines à charbon. Mais comme vous le savez sans doute, les Néerlandais, quand ils font quelque chose, ils le font à fond. Donc, au milieu des années 80, tout était terminé. Pas comme ça a été le cas en Belgique ou en Allemagne, ou encore plus au Royaume-Uni, où beaucoup de bâtiments ont été laissés en place. Beaucoup d'héritages, de patrimoine du passé sont laissés sur pied. Eh bien, là, on est passé avec une stratégie qu'on a appelée du noir au vert. Et donc, les Néerlandais se sont assurés de tout détruire, ce qui n'est pas été sans défi et sans difficulté. Mais cela a ouvert beaucoup d'opportunités d'innovation et de création de choses nouvelles. Et voilà, ça fait 50 ans maintenant. Et on est passé d'une zone d'extraction minière à une zone où se sont implantées des multinationales qui utilisent des nouveaux matériaux, des denrées alimentaires, qui travaillent dans le domaine de la nutrition. Et cela a ouvert de nombreuses opportunités nouvelles. Et ce qui se passe à présent, aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain, n'est-ce pas? Et donc, ce que nous voulons faire, c'est en partie veiller à ce que ce patrimoine ne soit pas perdu. Aujourd'hui, il est là, il est pratiqué, il est utilisé, ce patrimoine, et donc nous essayons de trouver une manière de le conserver, de pouvoir le montrer au public à l'avenir. Mais donc, voilà, ça c'est une des mines d'État qui a ouvert en 1902. C'était une mine très moderne, mais très rapidement, ils ont commencé les coquerilles, car ce qu'ils
extrayaient n'était pas très rentable, et donc ils ont commencé à travailler avec d'autres produits, par exemple le gaz qu'ils utilisaient pour chauffer les ménages, par exemple, et un autre était utilisé pour des engrais. Et bon, ça a été plutôt le début de l'industrie chimique dans notre région, qui a connu une grande croissance. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'était devenu une industrie de premier plan. Et donc, l'extraction d'or a été... non, l'extraction de charbon a vite évolué. Il y a 4 zones. Il y a d'abord les Bradlands, comme on les appelle en néerlandais, les anciennes zones d'extraction charbonnière, où on se concentre aujourd'hui sur les sciences vivantes, mais également sur d'autres sujets, des espaces d'innovation ouverte. On a également un campus Maastrichthaus. On a également un campus santé de Maastricht qui se concentre sur l'intelligence artificielle et les services intelligents. Et nous avons également un campus qui fait de la recherche sur les denrées alimentaires de demain, la nutrition et les soins de santé. Alors, ce sont pour nous ce qui constituera le patrimoine de demain, et nous travaillons avec eux car nous voulons veiller à ce que nous puissions conserver ce patrimoine, mais nous voulons également montrer quelle est l'incidence et l'importance, l'impact et l'importance de ce patrimoine pour la société, car nous évoluons au même titre que cette industrie, à savoir que nous avons tout commencé en 1974, date à laquelle la dernière mine de charbon a fermé et où nous avons commencé notre musée. C'était à l'Abbey Roduc. L'abbaye de Roduc a toujours été impliquée de près ou de loin dans l'extraction charbonnière, notamment dans les années 50-60, car dans notre région, il y a une partie qui s'appelle Womdan, et au XIIIe et au XIVe siècle, il y avait déjà une extraction à petite échelle de minerais, et il y a déjà plusieurs puits qui datent du XIVe et du XIIIe siècle. Mais donc la véritable extraction, ça a commencé bien sûr au XXe siècle, au début du XXe siècle. Alors ce musée, il a été ouvert en 1998. C'était le musée des sciences et de l'industrie à l'époque. L'approche était très différente. On utilisait la scénographie et le storytelling pour raconter des histoires, et ce qu'on a raconté comme histoire, c'était entre les années 1930 et 1830 plutôt et 1974. 1830 car c'était le début de la révolution du verre à Maastricht, un moment très important. Et pourquoi 1974? Eh bien, je viens de vous le dire, c'était la fermeture des mines de charbon et donc de toute une communauté. Et donc c'était également une approche tout à fait novatrice, car nous utilisions la scénographie pour raconter des histoires, et donc grâce à ça on a gagné un prix Micheletti. En 2000, ce que nous faisions, c'était toujours de montrer le lien entre l'industrie et la société, à savoir les influences dans un sens et dans l'autre entre l'industrie et la société. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre les deux. Je ne vais pas rentrer dans le détail et vous embêter avec tout cela. Mais en 2015, nous avons ouvert notre nouveau site et nous avons ouvert 2 nouveaux musées. Un autour du design qui s'appelle le cube, et ce que nous avons fait dans ce musée, nous avons fait des présentations, nous avons travaillé sur des sujets, des collections qui étaient vraiment à la frontière entre la société et le design, à savoir que notre définition du design, telle que nous le montrions dans cet environnement, était conçue pour les besoins ou les ambitions humaines, à savoir que ce n'était pas des designs, des conceptions statiques, mais qui avaient pour but de répondre à des questions, de résoudre des problèmes, à des choses importantes pour les gens. Et donc nos visiteurs étaient au centre de nos activités, car nous avions des laboratoires de conception, des espaces ouverts au sein du musée, dans lesquels étaient invités des étudiants dans le domaine du design, en sciences appliquées ou en université normale, des écoles secondaires également, qui travaillaient avec des scientifiques, des ONG, des entreprises, des instituts de recherche, pour créer des solutions, concevoir des solutions aux problèmes importants auxquels la société est confrontée, en utilisant une méthode de la réflexion conceptuelle, le design thinking,
pour trouver des solutions, non pas sur les solutions d'un concepteur, mais à travers la co-création d'un ensemble de personnes, de professionnels, qui ensemble réfléchissent à la résolution d'un problème. Et donc on a eu ces laboratoires conception pendant 5 ou 6 ans. Il y a eu beaucoup de participation de visiteurs et d'interaction avec des visiteurs. Et nous avons eu cette approche dans différentes parties du musée qui conserve cette partie de notre ADN. Alors, nous avons également ouvert un autre centre qu'on appelle le théâtre Columbus Earth, la Terre Colombe. Nous avons donc une projection de la Terre, mais pas au plafond, mais sur le sol, d'une circonférence de 12 mètres sur 24 mètres. Les spectateurs regardent une projection sous leurs pieds et ils ont l'impression d'être dans la Station spatiale internationale et que depuis là, ils regardent notre planète. Et qu'est-ce qu'ils voient au début de ce programme? C'est cette petite bille bleue et ils ont plus ou moins la même expérience que celle que vivrait un astronaute, à savoir qu'ils se rendent compte qu'en fait notre planète est toute petite. Elle n'est pas si grande, c'est un système clos. Et peut-être est-ce une bonne idée de réfléchir davantage à la manière dont on peut gérer nos ressources et notre environnement. Ça, c'est le principal message que nous souhaitions, que nous avons voulu faire passer dans ce musée. C'est pas tout à fait un musée, on appelle ça plutôt un théâtre. Faire réfléchir le public à l'utilisation des ressources, des produits, à la gestion de l'environnement, afin que chacun puisse comprendre qu'il a un rôle à jouer dans les problèmes auxquels nous sommes confrontés pour notre avenir. Et ensuite, bien entendu, on a notre espace science-technologie, le Continuum Discovery Center. Nous avons combiné tout ce qu'on avait dans notre précédent musée ici. Et ensuite, le Covid a fait son apparition et cela nous a forcé à prendre des décisions difficiles, car après 1 an et demi, après 6 mois, on a dû se séparer de 12 à 15 collègues, car il y a une réduction de notre budget de 9,2 millions. Ça veut dire qu'un tiers de notre personnel on a dû séparer d'un tiers de notre personnel, car ce n'était plus possible de les conserver. Mais l'innovation est au cœur de notre organisation. Et donc, dans cet esprit, nous avons dû nous redéfinir. Et qu'avons-nous fait? Nous avons réuni ces 3 centres en un seul, qui s'appelle à présent le musée Discovery, le Discovery Museum. Donc, nous travaillons de la même manière. On travaille sur les mêmes sujets, mais à plus petite échelle, car quand on doit réduire les budgets à un tel point, il est normal de trouver des nouvelles manières de travailler. Et voilà, des décisions difficiles doivent être prises, et ça a été le cas. Mais nous continuons à mettre le visiteur et les questions, les défis et les craintes, les peurs, les attentes de ces visiteurs au centre même de ce que nous faisons, et nous essayons de travailler autour de cela et donner la possibilité aux visiteurs d'expérimenter et de comprendre qu'ils ne doivent pas être des spectateurs passifs, mais qu'ils peuvent participer, qu'ils ont un contrôle sur leur propre vie, qu'ils ont un rôle à jouer, etc. Et ça, c'est un grand message que nous essayons de faire passer dans chacun de nos programmes. Pourquoi faisons-nous cela? Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur Terre, pas seulement dans le théâtre Columbus, mais sur Terre. Et ça, c'est notre déclaration de mission. Nous voulons avoir un impact, une incidence sur nos visiteurs. Nous voulons leur montrer ce qui est possible. Nous voulons leur offrir de nouvelles perspectives, ce qui est quelque chose d'important, quelque chose au côté duquel on passe parfois. Nous voulons leur offrir de nouvelles opportunités. Nous voulons très clairement les motiver à ne pas être des spectateurs passifs. On veut les inciter à être actifs et à prendre contrôle de leur propre vie. Ce qui est important, et j'en parlerai encore plus tard, on ne croit pas au concept du visiteur. On pense au groupe de visiteurs qui ont des histoires différentes, des attentes différentes, qui viennent de milieux différents, différentes visions du monde, et nous voulons mettre au point différents programmes qui attirent tout un ensemble de groupes que nous voulons attirer au bon niveau
et ne pas faire l'erreur de penser que c'est notre niveau qui correspond à leur niveau. Autre chose d'important dans ce que nous faisons, mais on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais c'est ce qu'on appelle la citoyenneté bêta. Pourquoi? Nous vivons à une époque remplie de défis et de difficultés, et ce que nous constatons, c'est que les groupes qui composent notre société décident de ne plus participer. Ils ne croient plus en la science, ils ont leurs propres faits, ils se fondent sur leur propre réalité, ils ne participent plus. Et pour que la démocratie fonctionne, il est important qu'ils décident de participer, qu'ils ne décident pas de ne plus participer. Et donc, nos vies sont de plus en plus connectées à la science et aux technologies car nous l'utilisons au quotidien, nous sommes influencés par elles au quotidien, etc., etc. Et donc, afin d'agir et de participer dans une société démocratique, il est important d'avoir des connaissances en matière de science et de technologie. On peut toutes et tous appuyer sur des boutons, et même on dit que les nouvelles générations, les jeunes générations sont très numérisées. Mais en fait, non, elles savent comment les utiliser. Mais quand on leur demande qu'est-ce qui se passe derrière, on se retrouve au même point. Comme quelqu'un dans le désert qui ne sait pas du tout ce qui se passe. Ils ne savent simplement appuyer sur les boutons et les utiliser. Donc, à petite échelle, ce qu'on fait, c'est veiller à ce que les jeunes générations comprennent ce qu'elles font, comprennent que tout ce qui se passe sur Facebook ou TikTok, quel que soit le média social, en fait, ce ne sont pas simplement des boutons. Il faut qu'ils puissent faire preuve de pensée critique. Autre chose importante, et notamment en matière d'enseignement, d'éducation, ce sont les compétences du 21e siècle. Par exemple, aux Pays-Bas, 60% des enfants à l'école primaire et qui rejoindront le marché du travail dans 8 à 10 ans exerceront un emploi qui n'existe pas aujourd'hui, alors que ce qu'on apprend à l'école se fonde principalement sur ce qu'on fait depuis les 100 dernières années. Les experts du Forum économique mondial s'attendent à ce que les compétences changent énormément à l'avenir. Et ce sont les compétences que nous essayons d'intégrer dans nos programmes. La pensée créative, les possibilités sur le plan social. C'est une question de coopération, de communication, etc., etc. Donc, ce n'est pas simplement une question de faits et de chiffres que nous souhaitons communiquer et intégrer dans nos programmes. Non, nous voulons également parler et intégrer les talents, les possibilités, les compétences. Et cela nous mène à la manière dont nous procédons pour faire tout cela. Parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici a beaucoup changé, de fond en comble d'ailleurs. Notre organisation, nous ne sommes plus un musée traditionnel. Non, nous sommes une organisation organisée en réseau. Nous avons encore 1 ou 2 historiens seulement de notre organisation qui sont responsables des collections et pour le maintien de ces collections, etc. But the rest. Mais pour le reste, on a donc des managers de projets, car chaque projet qu'on fait, chaque exposition, chaque collection, on doit coopérer avec le monde extérieur, bien sûr. Et tous nos sujets nous amènent à collaborer avec des experts et de notre côté, et ce qui est encore plus important, si on va avoir un impact sur la société, il faut savoir ce qui se passe dans la société, dans le secteur de la durabilité, le design, etc. Il faut connaître les universités, les ONG, etc., etc. Et il s'agit là de nos partenaires pour nos projets, pour nos expositions et nos collections. Et cela signifie que nous essayons de garantir que ces sujets dont nous nous occupons, la science et la technologie, l'innovation et le design, la durabilité et notre planète, et les visiteurs et les citoyens sont connectés, et nous voulons être sûrs qu'ils aient une expérience de ces 3 sujets différents qui ne sont pas séparés l'un de l'autre. Tout au contraire, ils sont liés et connectés dans notre vie quotidienne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne croyons pas dans les visiteurs. Nous croyons dans les groupes. Cela signifie que nous essayons de travailler de manière différente, car nous sommes sûrs que si l'on commence
de la manière erronée, on perd les visiteurs. Alors, il y a 3 possibilités d'information, 3 niveaux. Le premier, alors, sensibiliser. C'est un niveau qui n'a pas beaucoup de contenu. Cela ne concerne pas l'histoire, mais plutôt l'accès, l'interaction, l'activité, etc. Deuxième niveau, beaucoup plus profond, c'est-à-dire le contenu. Et troisième niveau, les compétences, le développement des compétences et talents. Et ce sont les points de départ. Tout au contraire, si on considère le numéro, les chiffres qui concernent les visiteurs, alors il faut penser que les visiteurs veulent tout simplement s'amuser, avoir une belle journée agréable. Et nous essayons de leur raconter des histoires. Je dois accélérer un petit peu. Très bien. Nous sommes en train de développer une autre activité qui concerne la durabilité et notre planète. Et puis, on a eu une exposition qui concerne la science et la technologie, et puis une autre sur la nourriture, l'alimentation. On a beaucoup de séminaires, des activités interactives, où on organise aussi des journées pour les universités. On a créé des kits de sciences, car il est très important de pouvoir lire. On a identifié des défis sociaux, car nos programmes très souvent se limitent à d'autres activités. Et ensuite, l'exposition temporaire Are You Sure? Es-tu sûr? Qui concerne la recherche scientifique. Celle-ci est une escape room pour les enfants. Et en fait, c'est un défi pour les enfants pour être un peu plus critique. Ici, très important, si on veut connaître le présent, il faut étudier le passé. Et ceci nous donnera l'opportunité de créer notre futur. Merci beaucoup tout le monde.